Vous écoutez Armada. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui sur Radio Armada en direct. 20h le bonheur, c'est maintenant. Et mon invité, Valérie Perrin, écrivain, scénariste, une fleur parmi des fleurs. Valérie, comment vas-tu ? Plutôt bien. Plutôt bien. Tu n'arrêtes pas en ce moment ? Non. Tu n'arrêtes pas, je vois ça, les dédicaces, les télés, les radios. Mais tu le mérites, hein. Tu le mérites. Moi, je dis, tu le mérites en tout cas. Merci en tout cas d'être là. On va commencer par une petite question. Vous avez débuté en tant que photographe de plateau. Quels sont tes meilleurs clichés et vos meilleurs souvenirs ? Je pense que les meilleurs souvenirs que j'ai de mes photos, c'est celles que j'ai fait de Johnny Hallyday sur le film Salon Thème. Je pense que j'ai des portraits de Johnny dont je suis particulièrement fière et que j'aime beaucoup. J'ai réussi on est resté longtemps, on est resté une semaine à la montagne sous la neige, et après on a retourné la même année, c'était en 2013, un mois avec lui en juillet 2013, et du coup j'étais tout le temps à côté de lui, tout le temps avec lui. Je ne faisais que cela de la journée, donc du coup j'ai quand même des portraits de Johnny qui sont exceptionnels. Et je me doute, en plus merveilleux, parce qu'à la montagne en plus les paysages sont sublimes. Puis son visage de vieux loup, il était incroyable. Incroyable. Ça fait des beaux portraits. C'était une très belle âme. Écoute, on va commencer par quelque chose, Valérie. J'ai un petit témoignage. Alors écoutons cette personne qui va te surprendre. C'est donc les yeux dans les yeux que je pourrais te dire des choses que j'oserais jamais te dire sur une radio. Voilà. En tous les cas, à tous ceux qui vont lire ton livre, tes livres, je peux les assurer qu'ils vont faire le plus beau des voyages, le plus beau des rêves, et que je suis très fier que tes émotions et les miennes se soient rencontrées un jour, comme ça, par hasard, par la plus grande des coïncidences, et que tes livres et mes films fassent le plus joli couple que je connaisse. Je profite de cette occasion pour t'embrasser devant tout le monde, en direct. Et à tout à l'heure, mon amour. Voilà. C'est trop mignon. Hein. C'est un petit message de Claude. Magnifique. J'ai pu, voilà, le petit message que j'ai eu en fait. Et, magnifique. J'ai demandé et Claude, et voilà. C'est génial. C'est un très beau témoignage. Oui, c'est vrai. En tout cas, Claude est vraiment un homme adorable, entier. Absolument. Adorable, entier. Voilà, on s'est croisés plusieurs fois, bien sûr, festival et tout, et c'est quelqu'un de très gentil. Et franchement, je pense qu'il te dorlote comme toi tu le dorlotes en tout cas. On essaie de prendre soin l'un de l'autre. Tout à fait. Cette rencontre donc avec Lelouch en 2006, vous devenez co-scénariste de ses derniers films en tant que réalisateur. Donc cet amour-là en 2010, Salon Thème en 2014, un an, un plus une, pardon. Chacun sa vie en 2017, Les plus belles années d'une vie en 2019, joué avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée. Ce film qui fait un petit peu la suite exactement de Un homme et une femme. Tout à fait. Quel a été le rôle en tant que scénariste et quelle est l'approche auprès des comédiens En fait, Valérie ? il est très différent selon les scénarios de mémoire. Le premier, c'était Salon Thème, c'était 2 ans d'écriture non-stop.
où là je me suis énormément investie, où je vivais encore en Normandie. Donc je voyais Claude que le week-end. Donc la semaine je travaillais, le week-end on relisait, on déchirait, on reconstruisait. Je travaillais beaucoup. J'ai même fait une bio du père, donc qui jouait par Johnny, des 4 filles. C'était incroyable. Après 1+1, c'était beaucoup plus instinctif. Je travaillais avec Claude, mais j'ai travaillé aussi beaucoup avec Elsa Zilberstein et Jean Dujardin. Je les enregistrais pendant les séances de travail où on leur lisait l'histoire et ils rebondissaient, ils avaient des idées. Comme je les enregistrais, je les ai réintroduits peu à peu dans le scénario. Donc je l'ai écrit extrêmement vite et on est parti avec un scénario en Inde. Et puis surtout, ça se passait en Inde. Donc on a d'abord fait un premier des repérages avec Claude. Et puis ensuite l'écriture très rapide, et puis on est parti en janvier, je crois 2014. Janvier 2014, on tournait 1+1, qui est un des plus beaux films de Claude que je trouve remarquable. Ensuite, Chacun sa vie, il l'a écrit avec 2 autres co-auteurs qui sont Pierre Huitterhoven et Grégoire Lacroix. Et moi, je n'ai fait que travailler en relecture, mais j'ai quand même travaillé 5 mois dessus. Quand même. Et puis Les plus belles années d'une vie, ça a été rapide. C'était sur un été. On l'a écrit sur un été. C'était assez fulgurant. Moi, j'adore savoir pour quel comédien j'écris, parce que j'ai forcément toute sa dialectique, tout ce qu'il a dans la tête. Je l'ai en fait, je le possède. Et donc du coup, j'adore travailler pour un comédien que je connais, quel qu'il soit. Et du coup, à chaque fois, ça a été très différent. Mais c'est vrai que sur Les plus belles années d'une vie, on n'était que tous les deux avec Claude. Mais ça a été vite. Et puis à partir du moment où on avait cette fameuse première scène où il se retrouve pour la première fois sur le banc dans la maison de retraite, qui aurait pu être le film. Je crois qu'il dure 20 minutes dans le film et qui aurait pu faire une scène, absolument un plan séquence, une scène de cinéma extraordinaire. On avait le film et puis après on a continué. Mais je trouvais que tout reposait là-dessus sur la première fois quand ils se retrouvent. Ils sont tous les deux magistraux. On ne peut pas inventer une Anouk Aimée et un Jean-Louis Trintignant. Non. Ils sont extraordinaires. Quelle fierté. Tout à fait. J'étais là sur le tournage. C'était dingue. C'est fou de vivre des choses comme ça. C'est des grands cadeaux de la vie. Quelques années après, de se retrouver sur un même plateau, on va dire un petit peu. Ah aussi. oui, et puis d'être près d'eux, de les regarder travailler, c'était incroyable. Mais pour tout le monde, on était comme des fous, toute l'équipe. Je me doute, et quand on s'est croisés à Cannes au festival, je me souviens, c'était quelque chose de très on l'a très présenté à Cannes, ça a été une soirée extraordinaire. Je pense que de mémoire de Cannes, c'était une des plus belles soirées. Exactement, je confirme, Valérie. Eh bien, quel a été l'élément déclencheur pour passer de scénario à roman, après avoir coécrit Salon on t'aime peut-être avec Johnny Hallyday? Oui, tout à fait. En fait, il y a toujours des moments qui nous révèlent. C'est comme les rencontres. Je crois que les Oubliés du dimanche, mon premier roman, je l'ai porté 14 ans. C'était une nécessité absolue de l'écrire et le fait d'avoir travaillé longuement sur Salon on t'aime, j'ai vu les 6 mois devant moi qui m'étaient jamais arrivés dans ma vie en fait, où je pouvais ne faire que écrire. Parce que Claude était en montage, en étalonnage, en mixage, etc. Donc j'ai vraiment vu 6 mois de ma vie où je me suis dit c'est le moment ou jamais de terminer, d'écrire ce roman que je porte en moi, que j'avais déjà commencé des années auparavant, que je reprenais, etc. Donc ça c'était en 2013. Toute l'année 2013, j'ai travaillé sur Les Oubliés du dimanche. À la fin de l'année 2013, je l'ai fait lire à mes amis, mes très très proches, qui m'ont dit il faut que tu l'envoies à une maison d'édition. Et une très proche de Claude Lelouch qui s'appelle Arlette Gordon m'a dit écoute Valérie, tu essayes d'abord Albin Michel, et si Albin Michel ne veut pas de ce texte, on verra, mais commence par Albin, c'est une très bonne maison d'édition. Donc je l'ai envoyé à Richard Ducousset sur les conseils d'Arlette, et puis je pense que Richard l'a très vite donné au comité de lecture d'Albin Michel. Sûr. Et en fait je dirais que je l'ai envoyé en novembre 2013 et qu'en janvier 2014 il me cherchait pour me rencontrer et pour me faire signer un contrat parce qu'ils ont eu un coup de cœur unanime. C'est vraiment un magnifique livre. C'est une histoire, en fait. Est-ce que vous l'avez connu chez les proches par rapport à ce livre? Parce que vous l'avez porté pendant longtemps, pendant 15 ans. On parle d'une personne seule. On parle des personnes âgées chez elles. C'est un sujet qui tient particulièrement à cœur. Est-ce que c'est on a un peu dans l'oubli ou la solitude? Les Oubliés du dimanche, c'est juste l'histoire d'une jeune aide-soignante qui fait ce métier en gériatrie par choix. Elle le dit dès le départ, elle le dit moi j'aime les vieux et je veux m'occuper d'eux et je veux pas être infirmière, je veux être l'aide-soignante. Et donc elle travaille dans une maison de retraite dans le village dans lequel elle a grandi. Elle a été elle-même élevée par des personnes âgées, ses grands-parents, parce que ses parents sont morts dans un accident de voiture dramatique. Et c'est l'échange entre une femme qui est à la fin de sa vie,
mais qui a une vie, surtout un amour remarquable, absolu, qui fait rêver la terre entière. Elle a eu un homme, Lucien, qui l'a aimé à la folie, qui lui a sauvé la vie, et elle va raconter ça. Elle va raconter ça, cette petite aide-soignante qui, elle, pour consigner la mémoire de cette vieille dame, va l'écrire sur un cahier bleu. Et ça donne Les Oubliés du dimanche. C'est-à-dire c'est un roman intergénérationnel. Qu'est-ce que nos anciens nous apportent quand on est très jeune et qu'est-ce que la jeunesse peut apporter à nos anciens. C'est une réflexion là-dessus. Donc, et c'est très actuel en plus, c'est incroyable. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il est de 2015, actuel. mais voilà, on en a beaucoup parlé là avec le Covid. Oui. L'isolement, les personnes âgées et puis nos jeunes aussi. Nos jeunes sont seuls aussi. Et c'est insupportable, donc c'est beau justement qu'ils se rencontrent. C'est très important de partager et de comprendre en fait la solitude, ce qui n'est pas toujours, surtout avec le Covid qui s'est passé, les gens sont remis en question et comprendre un petit peu. J'espère aussi que ça a pu faire passer des messages. Alors pour la peine, hein, Valérie, je vais vous faire écouter un deuxième témoignage inattendu. Bien sûr, ah oui, c'est formidable. Avec la voix et la personne, c'est plein de surprises, Valérie. C'est formidable, j'adore. Écoutons ce témoignage. C'est formidable. Bonsoir Valérie, bonsoir Frédéric. Alors la première fois que j'ai rencontré Valérie Perrin, c'était au Salon du Livre de l'île de Ré, il y a 4 ans je crois, et j'étais arrivé un petit peu en avance, et donc j'étais seul à mon stand avec mes livres, et il y a un lecteur qui arrive, enfin un futur lecteur qui arrive, à qui je parle, et qui me dit, bon bah écoutez, je vais vous prendre un de vos livres. Donc je dédicace mon premier roman de la journée à ce monsieur, et pendant que je lui dédicace mon livre, je vois qu'il regarde les livres à côté, et surtout les livres à ma gauche là. Et donc je lui remets donc mon livre dédicacé, et puis il me dit bon écoutez, est-ce que la personne qui vient là est-ce qu'elle va arriver bientôt, quoi? Ben, je dis, non, je crois qu'elle arrive cet après-midi. Ah oui, mais alors c'est un peu embêtant parce que moi, je vais partir sur le continent. Est-ce que vous pourriez me dédicacer son livre? Je dis, monsieur, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Je peux pas vous dédicacer son livre. Alors, il me dit, allez, c'est pas grave, vous faites un petit truc comme ça. Et puis il était tellement insistant, et je sentais qu'il était désappointé du fait de ne pas repartir avec ce livre-là, qu'à un moment donné, je lui dis, bon, je vais le faire, quoi. Et donc, j'ai lu la 4e de couverture, donc c'était Les Oubliés du dimanche, le premier livre de Valérie, et j'ai dédicacé, voilà. Je n'ai pas écrit ce livre, mais vu la 4e de couverture et le sujet, ça a l'air d'être formidable. Je vous souhaite une bonne lecture, signée Thierry de Carbonnière pour Valérie Perrin. Voilà. Et donc, il y a en France un exemplaire des Oubliés du dimanche, signé, dédicacé par Thierry de Carbonnière pour Valérie Perrin, qui se balade. Et donc ça, c'est quand même tout à fait étonnant. Et puis la deuxième fois que j'ai vu Valérie, c'était à la première de 1+1, un film de Claude Lelouch, où elle nous avait invités, gentiment invités. Et donc ça a toujours été un plaisir de la rencontrer. Et puis bien sûr, le parcours qu'elle fait en ce moment est tout à fait exceptionnel. Et je voudrais la féliciter et l'embrasser bien fort. À bientôt. Voilà, une petite dédicace de Thierry de Carbonnière. Ouais, je me souviens très très bien de lui. Oui, je me souviens parfaitement de cette. On a passé 2 jours l'un à côté de l'autre. On peut pas oublier ça. C'est vraiment les premiers rendez-vous avec les lecteurs, nos premiers salons. C'est comme les premières fois, les premières booms. Tu n'oublies jamais avec qui tu étais. Et puis il est adorable, Thierry. Il est formidable, il est plein de talent. C'était en même temps aussi, vous avez partagé le salon du livre de Cabourg. On en a fait plusieurs. On en a fait plusieurs tous les deux. On s'est retrouvés et je l'embrasse affectueusement. Et c'est super drôle ce qu'il raconte parce que ça m'est arrivé il y a 15 jours. Je crois que c'était quand j'étais à Bruxelles, un monsieur qui avait le livre d'un autre auteur qui me dit dédicacez-le moi. Je dis mais c'est pas mon livre. Et il me dit c'est pas grave, au moins il y aura votre signature dessus. Qu'est-ce que c'est rigolo. C'est rigolo. C'est trop mignon. C'est des très bons souvenirs. Je l'embrasse affectueusement. Eh ben écoute, de tout mon cœur. Il m'a fait ça. Je trouve ça génial. Merci à Thierry parce que je sais qu'il n'est pas à Paris là, il est parti en Australie. Donc il tourne sûrement. Il est venu dans l'émission 20h le bonheur avec son fils Valentin, 2 acteurs formidables et aussi sa femme. Ouais, sa femme elle est formidable aussi. Ah, ouais. C'est une très très grande et belle famille en tout cas. Donc justement après tout ça, Changer l'eau des fleurs chez Albin Michel, votre 2e roman. Cette belle histoire de garde-cimetière, dans une petite ville de Bourgogne, en pleine de confidences. Vous êtes lié avec la réalité de la vie. Et est-ce que c'est du vécu de vous ou de certains amis? Comment s'est fait ce livre Changer l'eau des fleurs? Changer l'eau des fleurs,
Il est né dans un cimetière à Auberville, au-dessus de Villers-sur-Mer. C'est un petit cimetière qui est tout près de là où vit mon amoureux. Et on promenait les chiens. Et on va toujours dans ce petit cimetière. D'abord parce que la promenade, elle est tranquille, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Et en plus de ça, ses parents reposent dans ce cimetière. Donc on va déposer un petit caillou sur la tombe. Et un jour de, je dirais, février 2016... 2015, je me souviens pas. De toute façon, je l'ai noté sur mes agendas. Pourquoi ça me vient à ce moment-là, dans le cimetière, je m'assois sur leur tombe, on change de chaussures avec Claude, et quand je rentre à la maison, je me souviens très bien du moment où j'ai passé le portillon et je me suis dit, d'abord, dans ma tête, est-ce que ça existe, les gens qui surveillent les cimetières? Je me suis dit ça. Je suis rentrée à la maison, j'ai regardé, je fais des recherches. Tout de suite, j'ai vu que ça s'appelait un garde-cimetière, que c'était des employés municipaux. Et là, j'ai compris tout de suite que j'avais trouvé quelque chose qui allait changer ma vie. Mais alors, si j'avais su qu'elle allait changer ma vie à ce point-là, je n'aurais pas pu l'imaginer. Je me suis dit, mais c'est terriblement romanesque que ça, des gens qui surveillent les cimetières. Et là a commencé un énorme travail de questionnement sur un fossoyeur qui a été fossoyeur 30 ans dans la ville de Bourgogne où j'ai grandi. Ça, c'est mon frère qui m'a dit, faut que tu rencontres ce type-là parce qu'il est extraordinaire, et c'est Norbert que je salue. Et j'ai aussi beaucoup questionné un monsieur qui était sur Trouville-sur-Mer, qui s'appelle Raphaël et qui s'occupe d'un magasin de pompes funèbres. Et puis à partir de ça, j'ai brodé une histoire. C'est-à-dire que je me suis nourrie de la réalité, comme dans mes 3 romans. Je fais presque un travail de journaliste. Je pose des questions pour ne pas dire n'importe quoi. Et à partir de là, j'ai écrit qui était Violette, pourquoi Violette se trouve dans ce cimetière de Bourgogne, pourquoi son mari a disparu du jour au lendemain il y a 19 ans, qu'est-ce qui lui est arrivé. Elle a l'air de plutôt être bien dans sa vie, présente. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient frapper à sa porte un matin et qui veut comprendre pourquoi sa maman veut reposer auprès d'un homme qui repose dans ce cimetière-là, dont il n'a jamais entendu parler. Et à partir de là, on découvre toute l'histoire, tout l'envers du décor. Et vous avez pris, il y a des personnes qui vous ont inspiré, que vous avez pris dedans, comme Dupond-Moretti. Oui, absolument. Il y a l'histoire d'un couple dans ce roman, l'histoire de Irène Fayolle et Gabriel Prudent, l'histoire d'une femme, donc qui est la maman du flic qui vient frapper chez Violette. Et on va ressusciter, si j'ose dire, les morts pour redécouvrir à travers le roman quelle a été leur grande histoire d'amour. Et c'est l'histoire d'amour entre un grand avocat et cette femme qui a un magasin de fleurs. Et c'est vrai que quand j'ai vu Éric Dupond-Moretti plaider à Aix-en-Provence, je me suis dit que c'était un véritable personnage de roman. Il a quelque chose de Rastignac, je trouve extraordinaire. Il est extrêmement beau, extrêmement brillant, extrêmement intelligent. Impétueux, enfin on sent tout, on sent toutes les colères chez cet homme et il est vraiment, mais pour un personnage de roman, c'est fabuleux. Et en même temps, j'ai travaillé avec Claude sur l'écriture de Chacun sa vie où il joue le rôle d'un procureur. Donc c'était fabuleux de le voir travailler et du coup je lui ai dit écoute Eric, je t'ai tout pompé et je t'ai écrit presque un rôle sur mesure parce que c'est très cinématographique et voilà, et c'est comme ça qu'il m'a inspiré. Ça peut être un vrai film. Oui. Ça peut être un vrai film. Ah oui. Et je pense qu'avec le premier livre et le deuxième, est-ce que ça peut être un ADN ? C'est-à-dire une continuité, non. C'est une bonne question parce que Tess, ma fille, qui est ma première lectrice, me dit c'est le même ADN, mais ça n'est pas du tout la même histoire. Mais pas du tout. Ce ne sont pas des suites, ce ne sont pas les mêmes personnages, ils ne se croisent pas, ça n'a rien à voir, ce ne sont pas les mêmes temporalités, mais elle me dit qu'il y a toujours le même ADN dans mes 3 romans. On retrouve ma patte, si j'ose dire. Alors, j'ai pas consulté ta fille, mais voilà. En tout cas, puisqu'on quitte, on va changer l'eau des fleurs. Et ben, écoutons un petit conseil d'une fleuriste qui est une amoureuse des fleurs et aussi chanteuse à la boutique Aromessence. Ça se passe à Cabourg avec Madison Garbeau. Coucou les amis. Alors, qui est-ce qui veut un beau bouquet? Aromessence. Bonjour à tous, écoutez, aujourd'hui un petit conseil de votre fleuriste. On est là aujourd'hui pour voir comment changer l'eau de son vase afin que nos fleurs perdurent dans le temps. Donc comme le dit si bien Valérie Perrin, il faut changer l'eau des fleurs. Les fleurs sont un cadeau, il faut savoir les mettre en valeur. Donc ce que je vous propose en fait, c'est de bien vérifier votre bouquet, qu'il soit déjà bien vrillé au niveau des tiges, car esthétiquement dans le vase c'est quand même beaucoup plus joli et ça abîme moins les fleurs. Donc ensuite, vous prenez votre sécateur et tous les 2 à 3 jours, vous coupez un petit peu les tiges
en biseau, c'est le mieux. Donc c'est en biais. Voilà, donc on coupe tout. Et souvent, quand on coupe, on essaye de garder un tiers par rapport au bouquet qui fait 2 tiers en haut et 1 tiers en bas. Au niveau de l'esthétique, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc une fois que j'ai fini de couper mes tiges comme ceci, je vérifie toujours qu'il n'y ait pas de feuilles parce que plus il y a de feuilles dans la vrille et plus ça salit l'eau, et de ce fait, après, eh ben, votre eau se trouble et donc les fleurs s'abîment plus vite. Donc je vais intégrer mon bouquet dans son vase. Voilà. Et comme ceci, vous faites une légère recoupe de 2-3 mm tous les 2-3 jours, hein, ça suffit. Par contre, tous les jours, il faut rajouter de l'eau dans votre vase car le niveau de l'eau baisse tous les jours. C'est comme nous, les fleurs ont besoin de boire. Donc tous les jours, on rajoute de l'eau fraîche et tous les 3 jours, on fait le grand ménage. On change l'eau et on recoupe ces tiges de quelques millimètres. Et vous vous retrouvez avec un bouquet que vous pouvez maintenir pendant une bonne dizaine de jours si vous êtes très sage. Voilà. Et bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous laisse avec nos amis et puis je vous dis à très bientôt pour peut-être de nouveaux entretiens. À bientôt. C'était... Sont beaux ces fleurs. C'est magnifique. Sont beaux ces bouquets. Donc c'est Madison Garbeau qui est aussi une chanteuse avec son titre Métamorphose avec ses fleurs. Elle est formidable. Je t'invite à aller voir Arôme Essence à Cabourg. Oui. C'est sa boutique. Elle cartonne. Elle vit de sa passion. Voilà. Avec grand plaisir et elle t'attend justement. Et en tout cas, on va continuer parce que c'est surtout le 3e roman. Alors, 3 d'Albin Michel, de chez Albin Michel. Franchement, numéro 1 des ventes. Superbe. Un roman, un pavé, on appelle ça en librairie. Hein. Étienne, Adrien, Nina, c'est 3 adolescents qui se connaissent du CM2 jusqu'à l'âge adulte. Ils sont fusionnels au CM2 et au bac. Ils ont des parcours différents et des milieux familiaux différents et pourtant. Dans ce livre, vous expliquez la déception, la désillusion, l'enfance, l'adolescence, c'est l'espoir d'être toujours amis, malgré les aléas de la vie, les choix de chacun. On peut être déçu par nos choix par rapport à tout ça. Je pense qu'avant d'être déçu par les autres, on peut d'abord être déçu par nous, effectivement. Ça nous arrive et puis c'est pas très grave, ça fait partie de la vie, il faut pas non plus tout le temps se juger, on peut se tromper. Et puis c'est peut-être pas mal de se tromper au bout du compte parce que du coup ça nous fait réfléchir et puis on recommence ailleurs. C'est pas très grave en fait, mais effectivement, on peut être déçu par les autres, très déçu par les autres, mais c'est vrai qu'on peut être déçu par nos choix. Mais en tout cas, c'est magnifique parce que vous retracez plein de choses de notre enfance. C'est très touchant. Donc Nina reste Étienne part, Adrien discret, va révéler son homosexualité aussi parce que là. Non. Pas vraiment. Pas vraiment. Non, c'est pas ça du tout. Non, mais il y a une part. On ne sait pas. Il se pose la question. Étienne et Nina se posent la question, effectivement. À un moment donné, Nina lui dit mais est-ce que tu préfères les garçons? Et c'est peut-être beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas, on sait assez rapidement que Adrien, il vit surtout une grande histoire d'amour avec la sœur d'Étienne, qui est Louise, qui est très importante aussi. Tout à fait. Alors par contre, comment vous êtes venu toute cette histoire en fait pour la raconter? C'est pas possible de dire en 2 mots, ce qui m'a inspiré, c'est l'enfance, l'adolescence, les corps qui changent, la musique, nos vies, nos choix. Qu'est-ce que c'est que j'avais envie on en parlait tout à l'heure des premières fois, les premières clopes, les premières booms. On appelait ça des booms, les premières boîtes de nuit, les premiers whisky coca. Les fringues, les coiffures, on se trompe tout le temps, on est moche quand on est jeune, souvent parce qu'on se coiffe n'importe comment. C'était la bonne époque. On se trompe, on a des boutons, ça nous rend malade. Est-ce qu'on va savoir l'embrasser? Puis en fin de compte, quand on l'embrasse, le fameux prince charmant, on est souvent super déçus. Et puis après, il y a la première nuit d'amour, et puis après, il y a le mauvais choix. À un moment donné, Virginie, qui est la narratrice, la narratrice dont on ne sait pas qui elle est, qui semble les avoir parfaitement connus.
inconnue. C'est elle qui nous prend par la main et qui va nous raconter cette histoire-là. Et à un moment donné, Virginie, elle retrouve la liste, ses diplômes dans un carton et elle fait la liste de nos conneries. Tout Alors à fait. c'est extraordinaire. Vous l'avez? Oui, tout Ah bah à fait. voilà. En fait, la narratrice Virginie est pigiste dans un journal et en fait, elle raconte tout en fait dans le rôle, dans le roman en fait. Oui. Voilà. Elle raconte l'histoire des Elle trois. raconte l'histoire des trois. Voilà. Oui, absolument. C'est vraiment super. Alors, vous êtes aussi marraine d'un refuge dans le respect des animaux et bien-être le bien-être. Tout est aussi expliqué dans ce livre par rapport à cette histoire de refuge. Ça vous faites partie justement, vous défendez la cause animale oui, aussi. tout à fait. Ouais. Pourquoi justement cette cause animale? Pourquoi? Parce que c'est parce que ça me touche depuis que je suis enfant. On m'a demandé d'être marraine de refuge où j'ai grandi en Bourgogne à Guignon et j'ai dit oui parce que pour une fois je me suis dit là je vais vraiment servir à quelque chose. Au moins je vais vraiment faire quelque chose. Il y a vraiment des gens qui attendent ça de moi. Et ça va sans doute être utile. Je pense que ça l'a été parce que je suis marraine depuis 3 ans, que forcément j'ai amené Claude, donc forcément on en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de gens qui savaient pas que ce refuge existait sur la région. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'adoptions. Alors aussi parce que le travail de la présidente Annie et de la directrice Maude, plus tous les bénévoles, plus tous les gens qui y travaillent, est absolument remarquable. Mais c'est vrai que d'avoir mis en lumière ce refuge et d'en faire parler dans les médias a fait qu'il y a énormément de gens maintenant qui viennent adopter. Voilà, donc ils font un travail remarquable et c'est vrai que de toute façon quand j'ai mis les pieds la première fois dans ce refuge il y a 3-4 ans, je savais qu'il serait dans mon prochain roman parce que pareil que pour changer l'eau des fleurs, vous savez que vous touchez à quelque chose d'extraordinairement romanesque et je me suis dit mais qui sont les gens qui abandonnent, qui sont les gens qui viennent recueillir, qui sont les gens qui viennent promener, qui sont les bénévoles, qui sont ces gens qui s'investissent, qui passent leur vie à nettoyer. C'est quand même super dur les box, d'aller les promener, de voir les vieux ne pas être adoptés parce que les gens ils viennent plutôt vers les très jeunes. Alors c'est souvent nos vieux pépères, nos vieux chiens, nos vieux chats, c'est souvent les gens du refuge qui les récupèrent. Ils les récupèrent pour faire ce qu'on appelle un panier retraite, mais il n'y a pas que ça. Ça a été mon premier oui. Et puis, il y a 2 ans, Henri-Jean Servat m'a demandé si je voulais soutenir le parti animaliste pour les élections européennes, pour qu'on ait des députés qui puissent représenter la voix des animaux. Et là aussi, j'ai dit oui, parce que là, ça va beaucoup plus loin. On est aussi dans des choses qui sont dramatiques. Je trouve qu'ils font un travail remarquable, le parti animaliste, et j'étais complètement d'accord avec leur idée. J'aime beaucoup la fondatrice qui s'appelle Hélène Touy, qui est l'avocate de l'association L214 que l'on connaît. Hélas, trop bien pour les terribles vidéos qu'elle diffuse sur les abattoirs en France, sur l'élevage intensif. Donc je pense qu'il y a un vrai gros travail à faire. Et puis je suis quasiment convaincue. Nous, on a fait 500 000 voix aux dernières élections au Parti animaliste, alors qu'on avait eu 0 média. C'est vraiment, on a été invité nulle part. On n'a pas pu participer, alors qu'on a fait beaucoup plus fort que certains autres partis, parce que je pense que la cause animale touche de plus en plus de monde. Tout à fait. Donc il y a intérêt à se réveiller là. Et quand on prend un animal, quand on prend les animaux, enfin un chien, surtout quand on part en vacances, ne l'abandonnez pas. Et surtout, prenez un animal si vous êtes sûr de pouvoir assurer, sinon ne le prenez pas, c'est pas grave. Tout à fait. Mais il faut pas le prendre pour le laisser tout seul toute la journée, ou au bout d'une laisse, au bout d'une chaîne, ou dans un chenil, ça n'a aucun intérêt. Quand je vois les gens qui vont faire leurs courses et qui mettent ça en plein cagnard et tout ça, c'est arrive beaucoup mais aussi, tout à fait. Ça, c'est énorme. En tout cas, on retrouve plus tard, 40 ans, vous faites, on les retrouve 40 ans après, vous faites passer des messages, c'est ça que j'aime bien aussi, plein de sujets de sociologique, la solitude, la protection des animaux, l'amitié, le secret, parmi eux l'avortement, et aussi des différents thèmes. Vous les avez tous étudiés un par un, vous avez... Comment c'est fait C'est vrai qu'il y a plusieurs thèmes. Mais non, c'est vraiment c'est le résultat d'une vie, et puis c'est le résultat de plein de choses. Je suis pas une enfant. Quand j'écris ce roman, j'ai plus de 50 ans, donc forcément j'ai la vie derrière moi et aussi devant moi. Mais quand je dis la vie derrière moi, ça veut dire quand même une vie d'expérience, de maman, de femme qui a été mariée, qui s'est séparée, qui a rencontré beaucoup de monde. Je suis bien entourée, j'ai ma famille, donc tout ça, ça nourrit une vie en fait. Sûr. Plus la lecture, plus je vais beaucoup au cinéma, je regarde beaucoup de choses, je m'intéresse à beaucoup, j'écoute beaucoup, j'observe, et puis c'est une vie d'observation. Bien sûr. Voilà, bien donc c'est tout ça, c'est ce qu'on me raconte, c'est ce que je peux raconter de moi.
Je sais pas où je vais. C'est beaucoup de travail en fait. Tout le monde me dit, où est-ce que vous allez chercher ça sur la construction et tout. J'entends bien tout ça, mais il y a quand même, au bout du compte, énormément de travail. Un livre comme 3, c'est un travail incommensurable. On va en parler et sur la après, construction, hyper, et sur les corrections, bien sûr. et sur resserrer, sur la dentelle, et sur l'émotion. C'est c'est énormément de travail, 3. Surtout, en plus, vous parlez aussi de le prof, il est très violent dans oui, voilà. Ça par exemple, ça m'a été raconté. Ça m'a été totalement raconté. Je n'ai rien inventé sur cet instituteur. Il a existé. Il a terrorisé un de mes proches qui m'a raconté ça, qui est vraiment tombé malade 3 semaines parce qu'il l'accusait de vol, comme dans le roman. Il avait comme ça, c'est un très bon astit, qui avait une très bonne réputation. Quand vous racontez ça, on nous dit ah bon, mais on ne savait pas. Tout le monde le savait, surtout le directeur de l'école, mais personne n'a rien dit parce que, tout simplement parce que c'était un bon institut et puis qu'il s'en prenait à un élève. Alors d'habitude c'était un mauvais élève, donc on se disait bon, il s'en prend un élève, mais les 29 autres trouvent leur compte, les parents sont contents, donc on ne dit rien. C'était comme ça à l'époque. Oui. Ouais. Les maîtres et les curés commandaient les villes et les villages. C'était quand même les grands patrons. Ils y allaient au coup de bâton. Ils y allaient au coup de bâton. Là, pas forcément. Là, c'est plus pervers. Oui. Sur mon roman, mais maman m'a raconté, les en 41, maman m'a raconté c'était encore le bonnet d'âne, c'était encore les humiliations, on tapait sur le bout des doigts avec les règles. C'était comme ça dans le temps. Tout à fait. Ils avaient le droit de tout. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que moi, l'ami à qui c'est arrivé, c'est un ami qui est né en 69, donc c'est pas non plus. C'est pas une vieille personne. C'est pas une vieille personne, tout à fait. Eh ben, on va faire. Vous aimez cuisiner, Valérie? Oui. Eh ben, on va regarder le chef de cuisine Emmanuel Guillemet. Oui. Ce chef de cuisine du groupe Bourdoncle à Deauville et à Trouville. Voilà, il va nous montrer un petit plat très sympathique. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons pensé vous préparer un plat simple et facile à effectuer, un ceviche de maquereau. Le maquereau, on est en plein début de saison, le poisson complètement du coin. Donc le principe du ceviche, poisson cuit dans un jus de citron ou un jus d'agrumes légèrement épicé. Donc pour ce faire, voilà, bien évidemment ce poisson, le maquereau, quelques autres ingrédients qu'on a choisis, du pamplemousse, du citron vert, un peu de gingembre, du piment, quelques tomates, des herbes, et qui vont permettre de réaliser, et peut-être une petite touche à la fin, des fruits de la passion, qui vont mettre un peu d'exotisme dans ce plat. Voilà. Donc pour ce faire, pour réaliser le ceviche, plus simplement, soit vous levez les filets de poisson ou vous les faites lever par votre poissonnier, vous lui demandez de les arrêter entièrement. Vous coupez, comme il a été fait, le maquereau en morceaux, assez gros, des petits morceaux d'1 centimètre, il faut qu'il y ait de la mâche quand le poisson sera cuit. Vous rajoutez le jus de citron vert, c'est ce qui va permettre un peu de cuire vos poissons et de rajouter de l'acidité. C'est ce qui va donner un peu du peps. Bien le saler. Voilà. Et on laisse ce poisson cuire 2-3 minutes comme ça, c'est largement ce qu'il faut. Pendant ce temps-là, vous préparez votre marinade. Donc vous mettez 2 cuillères de jus de citron vert, 2 cuillères de jus de pamplemousse, ce qui va multiplier les parfums d'agrumes, 1 cuillère qu'on ajoute de sauce soja, et un peu d'huile d'olive. Vous mélangez bien l'ensemble. Il faut bien poivrer aussi. Le ceviche, c'est un plat assez relevé qui nous vient d'Amérique du Sud. Et ce qui est intéressant, c'est de marier les parfums un peu d'Amérique du Sud et un peu de Normandie. Voilà. Une fois que votre poisson est cuit, vous ajoutez tous les ingrédients que vous avez coupés déjà, le petit mélange avec le gingembre, les oignons et les petites tomates. Vous mélangez ensemble. Et il n'y a plus qu'à servir, tout simplement. Votre poisson cru. Nous, ce qu'on fait en général, on le sert dans un petit bol. Ça peut être une petite entrée très légère ou juste un repas vite fait le midi. En 10 minutes, c'est réalisé. Vous prenez votre sauce et vous arrosez bien votre poisson. Voilà. Il nous reste, pour un petit peu de couleur et un petit peu de parfum encore, pourquoi pas, 1 ou 2 feuilles de basilic, un petit peu de fleurs de coriandre et encore 1 ou 2 piments.
Et voilà, le tour est joué. Séviche de Macro, de Normandie. À bientôt. Merci beaucoup Emmanuel. Pareil, les restaurants rouvrent, donc en Il terrasse. est où ce restaurateur? À Deauville et à Trouville, donc tu as le Central. Oui, Voilà. d'accord, ok. Et l'autre, c'est le Drakkar. Oui, d'accord, ok, Voilà. très bien. Ok. Deux bonnes adresses encore qu'on connaît tous. Bah oui. On est en plus c'est en plein centre et tout. C'est facile de se garer aussi. Voilà, je précise. Valérie, on va continuer sur une chose que je vais vous dire après, mais quelle est votre cadence d'écriture parce que vous écrivez le matin, la nuit, et c'est de l'improvisation. Non, alors j'écris pas la nuit du tout, j'écris le matin, je me lève tranquille, je bois mon petit café, j'attaque vers 9h, à peu près, 9h, je me mets en mode avion pour pas être dérangée par le téléphone, et je finis vers 14h. À 14h, je déjeune et après, je reprends le lendemain matin. Quand je suis en ce qu'on appelle en création pure, j'avance au fur et à mesure. J'essaie d'écrire un chapitre par jour, mais parfois, un chapitre peut me prendre plusieurs jours parce qu'il y a certains chapitres sont plus longs que d'autres. Et tous les jours. Tous les jours. Voilà. Et je sais que vous prenez des notes. Alors, je vous offre merci, c'est un petit carnet. L'art du bonheur. L'art du bonheur, merci exactement. Beaucoup, Et lorsque vous terminez l'écriture de ce livre, parce qu'il est passionnant, on peut pas tout dire parce que... Non, on peut pas, parce qu'on divulgacherait, comme on dit. Exactement. Ouais. Voilà. Je dirais juste à la fin, c'était le choix des libraires. En tout cas, il y a plein de choses, mais il est vraiment complet. Il est très, très beau à lire. Mais quand vous avez fini, c'était éprouvant quand même. Quand j'ai terminé d'écrire 3, j'étais épuisée. Et puis après, je l'ai fini pendant le premier confinement. Donc c'était en avril 2020. Après, j'ai pris un vrai mois de vacances pendant que tout le monde le lisait autour de moi. Et après, je me souviens plus. Je crois pas que j'ai pas du tout travaillé l'été dernier. Et après, j'ai travaillé avec mon éditeur, Alma Michel, où on a fait des allers-retours. Et puis j'ai beaucoup resserré, j'ai beaucoup relu. J'ai beaucoup travaillé sur les corrections de ce livre-là. Écoutez, j'ai dû le rendre début février. Il est sorti fin mars, donc on était pile poil dans les temps. Dans les temps. Ouais. Et vous avez écouté du Haha? J'ai écouté du AA quand j'ai fini de l'écrire. Take on Me, parce qu'il est dedans. Je crois que c'est le premier morceau sur lequel ils dansent, les enfants, quand ils ont 10 ans. Tout à fait, c'est pour ça que j'en parle. Il y a tout. Il y a tous les grands tubes des années 80, 90, 2000, 2010. Jusqu'à aujourd'hui, notre enfance. Le roman se passe sur 30 ans. Il débute en 1986 et dans le présent, on est en 2017. J'avais besoin que mes enfants, entre guillemets, aient 40 ans et 41 ans, que ce soit l'heure du bilan et de savoir que sont devenus ces 3 amis d'enfance. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est qu'on commence à lire dans les années 80, on repart dans les années... Voilà, c'est un sacré... On fait un aller-retour entre le passé et le présent pour découvrir peu à peu... C'est impressionnant, ce travail. Parce que c'est pour ça que je disais que ça devait être éprouvant et très fatigant à la fin d'avoir sorti ce livre qui est magnifique. Vous avez quand même aussi, enfin c'est magnifique aussi, vous écrivez, vous êtes ému par vos récits en fait, vous écrivez, vous êtes très touché par ça. J'ai besoin d'être bouleversée en premier avant de bouleverser mes lecteurs, et c'est vrai que j'ai besoin de ressentir ce que mes personnages ressentent pour écrire juste, en tout cas, j'imagine, pour être au plus juste, en tout cas, de mes personnages. Alors, ça se ressent comme quoi vous êtes très ému dedans, même en le lisant, et même quand vous parlez, vous expliquez partout aux infos ou quoi, on le voit, vous êtes très très ému et très proche des lecteurs. Oui. Vous avez reçu plusieurs prix, donc le prix du premier roman de Chambéry, le prix national Louis Lion de la littérature en 2018, le prix des libraires, les prix de la Maison de la Presse, le prix Jules Renard, le prix des lecteurs. Vous êtes touché, récompensé, bien mérité. Oui, ça m'a beaucoup touché. Ouais. J'ai eu 13 prix pour Les Oubliés du Dimanche et c'est très important sur un premier roman. Et puis en finalité, le choix des libraires. Et effectivement, quand j'ai eu le prix de la Maison de la Presse pour Changer l'eau des fleurs et le prix des lecteurs au livre de poche, ça m'a bouleversée. C'est bouleversant à chaque fois, c'est magnifique. Et là, j'ai vu que j'ai découvert ça avant-hier, et sélectionné en littérature par le prix Babelio, que je trouve très important aussi, parce qu'il y a beaucoup de... C'est vraiment un prix de lecteur. Et quand ce sont les lecteurs qui nous choisissent, tout comme les libraires, c'est quand même extraordinaire. Oui, tout à fait. Alors justement, vous avez quelqu'un d'autre qui voudra vous faire un petit message, qui va parler de quelque chose, bien sûr. On va envoyer l'écoute de monsieur Philippe Augier, le maire de Deauville.
Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Deauville et dans une immersion vraiment magnifique puisque c'est au musée des franciscaines à Deauville et je suis très content d'être accompagné de Monsieur Augier. Voilà, bonjour Monsieur Augier, comment allez-vous, maire de cette ville? En fait, je voudrais juste vous poser cette question qui est très importante. Un petit mot sur la politique au niveau de Deauville en faveur de ce musée des franciscaines. J'ai toujours pensé que la culture devait être au cœur de la vie collective. Donc dès que j'ai été élu, j'ai développé toute une politique culturelle à Deauville, saison culturelle avec des spectacles, des festivals tout au long de l'année, des rencontres, des conférences, des débats, etc. Mais on manquait d'un lieu qui rassemble toutes ces activités, tous ces usages culturels, bien sûr, et que ce soit la partie musée, la partie médiathèque, la partie spectacle, que tout puisse se vivre ensemble au même endroit. Quand vous allez dans un musée, vous regardez l'expo, vous partez. Quand vous allez dans une médiathèque, vous prenez votre bouquin et vous partez. Ici, on peut s'installer, on peut découvrir les œuvres, on peut découvrir les livres. C'est un lieu unique. C'est un lieu unique, totalement exceptionnel. Et l'architecte, en transformant cet ancien couvent en un lieu de vie culturelle permanente, a totalement répondu à notre commande, qui est rencontre et partage de la culture. Vous aimez partager justement, et ça, on le ressent dans cette ville de Deauville, le partage qu'il y a sur n'importe où on est en fait, dans cette immersion de cette ville qui est imprégnée par tant de souvenirs. Et quels ont été les partenaires pour créer ce lieu magnifique? Les partenaires, ça a été les institutionnels de la culture. Bon, le premier et plus important partenaire, ça a été l'architecte, évidemment. Bien sûr. On a expliqué ce que nous souhaitions. Alain Moati, qui est un architecte tout à fait remarquable, qui d'ailleurs, actuellement, c'est lui qui refait l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Tout à fait. Donc il a refait aussi le premier étage de la Tour Eiffel, ce qui n'est pas rien. Voilà, ça a été le principal partenaire. Ensuite, on a eu le Conseil régional de Normandie, le Conseil départemental du Calvados, l'État, à travers le ministère de la Culture, et puis beaucoup de mécènes qui ont financé une bonne partie du projet. À peu près 40% du projet sont des financements extra-municipaux. D'accord. Et au niveau de la culture des tableaux, parce que là, pour l'instant, il y a une partie qui est ouverte, c'est plutôt tout ce qui est médiathèque, on va dire. Est-ce qu'au niveau des musées, des tableaux, est-ce que ça a été offert par des artistes ou ça a été acheté, la ville a acheté des tableaux d'artistes? Alors pour ce qui concerne toutes les œuvres du musée, on a eu beaucoup de donations, et une donation majeure, c'est la veuve d'André Hambourg, un peintre bien connu en France, qui nous a légué 530 toiles et plus de 3000 dessins, à la condition qu'on consacre une partie du lieu à la valorisation de l'œuvre de son mari, évidemment ce qu'on a fait, puisqu'à l'intérieur même de notre musée, il y a un petit musée Hambourg. Bon. Enfin un petit, 300 mètres carrés quand même, pour présenter ces œuvres. On a eu aussi une donation très importante de mon ami Louis Romanet, qui a donné toute sa collection d'œuvres d'art consacrées au cheval et à la ville. On a eu comme ça pas mal de donations. On a les manuscrits de Pierre Delanoë, qui a écrit toutes ces chansons qui ont ponctué notre vie. Voilà. Et puis, évidemment, la ville procède également à des acquisitions, soit de tableaux, et puis, toute la partie photo, on a plus de 1200 photos des plus grands photographes mondiaux dans notre fonds muséal. Ça, c'est en lien avec notre festival de photographie Planche Contact, puisque à chaque fois que nous organisons des expositions de grands photographes, ils nous laissent en contrepartie quelques-unes de leurs photos, et ça nous donne une richesse dans notre collection de panoplie aussi extraordinaire, de photos merveilleuse. En plus, Planche Contact marche très très bien à ce festival en fait, qui se trouve aussi sur toutes nos villes en fait, qui s'est exposé un peu partout. Ça nous a permis d'ailleurs, le festival de photographie, d'être une des seules villes pendant les confinements à présenter des expositions, puisque nos expositions, on a choisi, quand on a vu venir le confinement, on a choisi de les faire en très grande majorité en extérieur, ce qui fait que pendant toute la crise sanitaire, on a pu nous présenter quelques expos. C'est ce qu'on entendait même à Paris, même dans le sud de la France, on disait il y a quand même une expo, et ça c'est beau parce qu'au moins on pouvait sortir et apprécier l'art culturel de cette ville. Je voudrais revenir quelque chose qui est extraordinaire. Vous avez eu Roselyne Bachelot qui est venue justement
pendant le dernier festival de Deauville, le festival américain, qui est très connu dans le monde. Quel était son ressenti, justement, après avoir visité ce musée? Alors Roselyne Bachelot, évidemment, elle y a vu immédiatement, bien que le lieu était encore en chantier quand elle l'a vu, mais elle y a vu immédiatement une nouvelle façon de vivre la culture. Elle a compris que c'était un lieu qui allait peut-être en inspirer d'autres pour l'avenir, c'est-à-dire un lieu où on s'installe, on découvre, on partage. Et ça ne lui a pas échappé. De même d'ailleurs que l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qui a été le premier des institutionnels à visiter, puisque lui, il est venu visiter le chantier, c'était dès décembre 2019. Il y a un an, oui. Et lui aussi, il a vu une vraie inspiration en matière de politique culturelle. D'accord. Alors, il y a une chose aussi qui est quand même formidable à Deauville, c'est que on connaît tous un homme et une femme, avec Claude Lelouch. La petite musique du carillon, expliquez-nous, parce que vous n'êtes pas peut-être le tel détenteur d'appuyer sur le bouton, mais ça, c'est quelque chose de magique. C'est là qu'on voulait installer une sculpture sur le rond-point de la mairie. D'accord. Et j'ai eu cette idée de commander un carillon au fabricant de cloches de l'Étoile, puisque c'est le plus grand fabricant de cloches en France. Et donc, il m'a monté ce carillon qui a malheureusement que 12 notes. Donc, les harmonies sont un peu difficiles à retrouver, mais ça nous a permis de composer avec ces 12 notes Shabada, et toutes les heures, l'heure est marquée par cette musique du film de Lelouch, qui est un film culte, et puis qui est un film qui a beaucoup compté dans l'image de Deauville pour son romantisme et pour être une plage d'amour. Par la suite, les plus belles années d'une vie, qui a été au Festival de Cannes, avec Jean-Luc Trintignant et Annick Aimée, deux acteurs formidables qu'on retrouvera bientôt aussi au cinéma. Merci à Claude Lelouch en fait de pouvoir nous donner ça et ce plaisir des planches de Deauville aussi, parce que c'est plein de parasols, c'est rempli de couleurs. C'est d'où vient cette atmosphère magique en fait? Je crois d'abord qu'on a protégé notre front de mer. Quand vous allez dans toutes les stations balnéaires l'été, vous avez un mur de béton sur le front de mer. Chez nous, la dernière ligne d'habitation est assez loin de la mer, ce qui fait que la plage respire, si je puis dire. Elle n'est pas sous le béton des immeubles du front de mer. Ça, c'est un élément très important. Les planches sont devenues mythiques. D'ailleurs, on retrouve les visiteurs célèbres sur des planches au fil des décennies dans notre collection de photographies. C'est assez intéressant. On y découvre Van Dongen, Fujita sortant de son bain sur la plage de Deauville, Churchill sortant de son bain sur la plage de Deauville. Tout ça, c'est dans notre collection de photos. C'est assez amusant. Et donc cette plage, elle est magique parce que d'abord, elle est libre, comme je viens de vous le dire, et puis elle a accueilli tout le monde, et puis elle est très grande, très profonde. Elle est large, elle respire une belle âme, en tout cas. Jamais on voit les gens coller les uns sur les autres, sauf peut-être dans les endroits de parasol, mais sinon dans la plage libre, il y a de l'espace. Ce qui est formidable aussi, c'est que vous avez aussi créé aussi, c'est une partie des plaques en fait, avec les mots aussi. C'est une institution pour vous, c'est important. Oui, c'est un peu notre Sunset Boulevard à nous. Sunset Boulevard, les acteurs et les actrices mettent leurs mains dans le ciment. Nous, on marque le nom de tous les grands acteurs ou grands producteurs qui sont venus au Festival du cinéma américain face à chaque cabine. Chaque cabine a un nom. C'est assez amusant d'ailleurs parce que au début on se contentait de mettre le nom. Depuis que je suis là, on baptise la cabine en présence de l'acteur et en général il y a une émeute parce que tout le monde vient chercher son autographe, etc. Cette année le festival va se tenir évidemment entre 4 et 13 septembre et donc on aura, j'espère, à nouveau des Américains qui viendront nous visiter. Et on croise les doigts. Et je voudrais l'histoire de Deauville, le duc de Morny, il a formé une ville, et cette ville, il a commencé à créer l'hippodrome avant l'église. Oui. Ça, c'est quand même formidable de créer d'abord un hippodrome. Vous êtes en fait sur Deauville, il faut savoir que c'est vraiment la capitale du cheval. C'est la capitale du cheval, on pratique le sport du cheval, d'abord les courses évidemment, mais aussi le polo, mais aussi les courses de hippique, le dressage, etc. Il y a des clubs qui sur la plage, il y a les ventes de chevaux,
Donc il y a la totalité des activités cheval. Quant à Morny, il était un passionné de course et il a immédiatement entamé la construction de notre hippodrome. Il était tellement impatient qu'il organisait des courses sur la plage en attendant que l'hippodrome ouvre. Voilà. Donc, précurseur à la fin. Donc vous avez raison, l'hippodrome a été ouvert avant l'église, ce qui fait du cheval notre première religion. Ah, exactement, et c'est vraiment précurseur en fait, ce monsieur Duc de Morny quand même. Je voudrais revenir sur quelque chose qui est important aussi sur Deauville, Claude Lelouch. Ça vous explique pourquoi avec Valérie Perrin? Alors Claude Lelouch d'abord c'est un très grand ami, et donc l'amitié vient en premier, mais il y a aussi l'admiration, parce que c'est un fantastique cinéaste. Alors, il se trouve que c'est dans le cadre d'une manifestation que j'avais organisée que Valérie et Claude se sont rencontrés. Donc, c'était une lettre, je crois. suis un peu l'entremetteur. Voilà, et ça a démarré par une lettre, je crois. Oui, ça a démarré par une lettre lorsqu'on fêtait les 40 ans de Un homme et une femme en 2006, au moment du festival américain, et j'ai donné le nom d'une place sur les planches à Claude Lelouch de son vivant. Je trouve que c'est plus intéressant de donner les noms du vivant, parce qu'au moins il en profite, celui que ça valorise ou que ça honore. Je me souviens très bien de cette place et je trouve ça vraiment formidable parce que souvent on donne des noms quand les personnes sont parties. C'est un petit peu dommage et c'est très gentil de votre part et ce beau partage que vous nous faites vivre justement et d'être là au moment présent. C'est pas quand on est sous pied sous terre qu'on se rend compte. Alors on se dit peut-être à la rigueur, mais là vous le faites avec bienveillance. Et qu'est-ce que vous pourriez dire à Valérie Perrin, puisque Valérie Perrin qui a écrit le dernier bouquin qui est le premier numéro 1 en vente là, Valérie Perrin qui sera justement dans mon émission le 18 mai. Dans 20 heures le bonheur, qu'est-ce que vous pourriez lui dire sur ce livre 3 aussi? Si vous avez un message à faire passer, elle vous écoutera, elle vous entendra ce soir. Eh bien, je dis à Valérie d'abord un grand bravo pour son écriture qui est à la fois séduisante dans la forme, mais aussi pour ce qu'elle raconte. Et c'est pourquoi elle a autant de lecteurs. Je me réjouis de son succès. Et je t'embrasse, Valérie. Et en plus, elle a écrit des scénarios avec Claude, dont, comment dire, les plus belles années d'une vie, puis bien d'autres aussi. Il y a aussi, avec Johnny Hallyday. Enfin, c'est une grande écrivaine. On ne peut ne pas marquer son histoire, parce que c'est vraiment son livre, en fait, 3. Ce livre est vraiment, et ça nous rappelle plein d'histoires aussi de notre jeunesse. Voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie, Monsieur Augier. Je vous dis à très très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Merci. C'est formidable, les franciscaines. Là, je savais pas qu'ils en faisaient un musée. C'est extraordinaire. Deauville, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Voilà, bon, j'aime pas faire de la pub, mais j'ai un de mes tableaux qui sera aussi. Ah ouais, voilà, c'est bien. Parce que je sais que tu connais. Quand est-ce qu'ils ouvrent? Ils ont ouvert la médiathèque là, et en fait, après, ça sera l'ouverture du musée. Et on ne sait pas encore exactement si ça va être pendant l'été. Oui, non, au mois de septembre peut-être. C'est bien, peut-être avant. Y aille. Mais allez-y. Être avec Philippe. Hein. Il est vraiment superbe. Et ça a l'air magnifique, mais je passe devant tout le temps. Enfin, ça fait 20 ans que je passe tout le temps, parce que faut expliquer quand même. J'ai vécu 20 ans en Normandie, et donc. Sur les 10 dernières années, je faisais tous les jours le chemin entre Villers-sur-Mer et Trouville-sur-Mer, et donc forcément on passe devant. Et j'ai vu qu'ils avaient restauré ça, que je trouvais que c'était sublime, mais je ne savais pas que c'est pour faire un musée. C'est une idée absolument géniale. Magnifique. J'en profite pour embrasser Philippe. Oui, de tout et mon en cœur. Écoute, tu pourras l'appeler par la suite. Oui, vraiment c'est formidable. super. Je trouve ça, c'est une belle dédicace, tu vois. Non, il est complètement à l'origine de ma rencontre avec Claude, parce que c'est vrai que c'est lui qui a eu l'idée absolument géniale de faire la place Claude Lelouch à l'endroit à Deauville où Jean-Louis dans le film fait les appels de phare à Anouk. Et c'est magique de lui avoir donné, c'est vrai, cette place de son vivant. Il a tellement raison. Il a tout compris, cet homme-là. Moi, je l'adore. Hein. J'ai beaucoup d'admiration. C'est un grand homme. Philippe, justement, on a longuement discuté avant et après l'émission, et il me dit, mais c'est vrai, on remercie souvent les gens trop tard ou quoi.
C'est dommage parce que moi, ils sont contents et ça me rappelle un peu une histoire de mon grand-père quand il avait 96 ans et que 6 mois avant qu'il meure, on lui a dit on va vous donner la médaille et mon grand-père il dit mais c'est pas à cet âge-là que j'en ai besoin, c'était avant. Voilà. Donc c'est un peu le même. Je trouve ça superbe de reconnaître les gens de son vivant. En tout cas, Valérie, merci. En tout cas, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de souvenirs dans ce livre. Oui, beaucoup. Valérie, c'est toute notre jeunesse. C'est toute notre jeunesse. Et j'ai entendu dire que vous écoutez la musique actuelle aussi, parce que vous aimez beaucoup. Vous êtes très actuel aussi. Ah oui, j'adore ça. Il y a l'ancien, il y a le nouveau, il y a un mélange. Je suis totalement sur les jeunes artistes. Exactement. Absolument. Vous êtes dans la vibe. Oui, exactement. Dans la vibe. Donc en fait, on peut dire que c'est comme un parfum qui nous rappelle des souvenirs. C'est ça, c'est ce que je dis, je le dis. On écoute un vieux morceau des années 80, 90, mais même un morceau qui a 3-4 ans. Hein. Oui. Il peut nous bouleverser parce qu'on sait où on était, quel moment, qu'est-ce qu'on était en train de vivre. Et c'est exactement comme quand on croise quelqu'un dans la rue, on sent son parfum et ça peut nous rappeler quelqu'un qu'on a aimé ou détesté. Et détesté. En tout cas, ça se discute. On va évoquer les écrivains. Je sais que vous vous soutenez entre vous. Oui. Le livre du mois, c'est 3. De Albin Michel, donc l'édition, mais c'est aussi le dernier enfant de Philippe Besson chez Julliard. Oui. Si je me trompe, il vous a inspiré avec avec Arrête tes mensonges, publié par Julliard aussi. Oui. Voilà, donc j'ai voulu faire un petit hommage aussi. J'aime beaucoup. J'adore ce roman. Voilà, il est Philippe Besson, le livre du mois, et avec vous Valérie 3 de chez Albin Michel. C'est un grand auteur, Philippe Besson. Grand auteur. Magnifique. Est-ce qu'un jour vous sortirez un film avec ces livres ? Moi non, mais il y a je pense qu'il y a des gens qui vont s'en charger, des gens dont c'est le métier. Il y a des appels qui arrivent. Surtout Changer l'eau des fleurs, déjà en premier, je pense. 3, si on... Enfin, il y a pas... Je trouve... Je sais même, je comprends même pas pourquoi encore. J'ai pas d'explication sur le pourquoi on n'a jamais eu de proposition pour Les Oubliés du dimanche. Ça me dépasse un petit peu parce que je trouve que mes 3 romans sont tellement cinématographiques. On a presque envie de dire silence, moteur, action, ça tourne quoi. Mais voilà. En tout cas, pour Changer l'eau des fleurs, il y a eu beaucoup de propositions. Pour 3, il vient de sortir, donc on verra. Et pour Les Oubliés du dimanche, on verra aussi. Je suis pas pressée, moi, tout va bien. En tout cas, il y a de l'actu, puisque en fait, vous allez faire une tournée là encore le mois de mai. Vous avez plein de dates. Juin, juillet, août, septembre, jusqu'à la fin de l'année. Voilà, les dédicaces arrivent. Le planning est bien chargé. Je serais obligée même d'en faire un peu en 2022, parce que j'aurais pas le temps de faire tout en 2021. Ouais. C'est beau. Oui, c'est magnifique. Ouais. Alors, je sais que vous êtes proche des lecteurs. J'ai 2 questions importantes. Vous avez une belle écriture. Quel est votre mot préféré ? Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment celui qui me vient en premier, c'est la délicatesse. J'aime bien le côté questionnaire de Proust, en fait. La délicatesse, magnifique, c'est un mot magnifique. Et puis c'est aussi le titre d'un roman de David Fuenquinos, qui est un roman absolument magnifique. Et votre devise ? Aide-toi, le ciel t'aidera, j'imagine, quelque chose comme ça. Alors, avant de finir l'émission, je voudrais aussi passer une musique formidable de Grégory Bakian. Valérie, ça va te parler parce qu'en fait, c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui a été écrite par Aznavour, qui s'appelle L'adolescence. C'est l'âge fou qui brûle en nous après l'enfance. Le cœur est prêt à proclamer l'état d'urgence et à vivre un rêve immense, l'adolescence. D'appréhension en émotion de toutes sortes, elle est tourmente, elle est violente, elle nous emporte, mais fragile plus qu'on ne pense, l'adolescence. C'est l'âge innocent des sentiments sans précédent. C'est une éclosion, une explosion où corps et âme s'enflamment. Le cœur à nu, on est perdu, sans expérience,
est condamnée à assumer les conséquences. Elle est seule et sans défense. L'adolescence, nous en souffrons, nous en pleurons en abondance. Peut-être bien, mais à la fin de notre enfance, c'est comme une renaissance. L'adolescence, elle nous quitte un jour et pour toujours, chacun son tour. Elle nous est volée, mais nos pensées la ressuscitent si vite. Nous la brûlons, la gaspillons, mais en revanche, quand elle s'enfuit, on en guérit qu'en apparence. Elle nous manque en permanence. L'adolescence, c'était bien quand j'y pense. L'adolescence. Voilà Valérie, ça t'évoque plein de choses. Ben oui, c'est exactement c'est trois. C'est comment l'adolescence nous colle à la peau, même quand on est grand, et comment ça influence nos vies, je pense, c'est nos premiers choix. C'est pas une période facile, c'est une période très compliquée. Elle est heureuse, elle est malheureuse. On est plutôt mal dans sa peau et en même temps on se construit. C'est sortir de l'enfance, on n'a pas du tout envie. En même temps, on est extrêmement attiré par le fait d'être un adulte et de grandir, parce qu'on a toujours envie de grandir. Parce que grandir dans la tête d'un enfant, ça veut dire être libre, être indépendant. Donc c'est en même temps terrible, en même temps magnifique. Merci beaucoup Valérie. De rien. En tout cas. De rien. Mon parrain, j'ai 2 parrains et j'ai 2 marraines. Et j'ai 2 hommes et 2 femmes. D'accord. Donc le premier parrain c'est François David de Cardonnel. Oui. Thierry de Carbonnière. Oui. Voilà. D'accord. Thierry. Et je te demande si tu veux évidemment, bien être ma marraine. avec plaisir. Merci beaucoup Valérie. De rien. Merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie. Nous allons terminer avec une interview exclusive où un moment où Claude Lelouch t'interviewe. D'accord. Tu t'en souviens de ce passage? Oui. Voilà. Oui. Donc en fait, on va finir par. Voilà, c'est pour ça. Je sais que tu es pressé par le temps. Et voilà. Et on finit par ce beau témoignage. D'accord. Et cette belle interview. Merci beaucoup. Valérie, ton dernier mot avant de votre invitation. Partir. Merci beaucoup, infiniment. De rien. J'écoute ça. Et surtout, achetez ce livre. Allez-y, vous allez vraiment partager le bonheur. Merci infiniment. Merci beaucoup, Valérie. Alors, Valérie, quelle est la date de naissance de ce 3e livre que tu as eu envie d'appeler 3? Je dirais que la date de naissance du livre, elle remonte sûrement à l'adolescence. Et puis après, on oublie, on vit. Il y a plein de choses qui se passent. Et il y a eu un déclencheur très précis. C'est un livre de Philippe Besson qui s'appelle « Arrête avec tes mensonges ». Quand j'ai lu ce livre, j'ai ressenti la nécessité absolue de raconter ce que c'était que de s'aimer enfant. J'ai voulu parler de l'amitié, de ce que c'est que de grandir, d'aller à l'école, qu'est-ce que c'est de vivre en primaire, au collège, la jeune vie d'adulte, débarquer à Paris quand on est en provincial, et puis après tout ce qui peut se passer autour de vie, on va dire normale, même si je pense qu'aucune vie n'est normale. Quand l'histoire débute, ils ont quel âge? Et quand le film
où le livre se termine, ils ont quel âge? Quand l'histoire débute, ils ont 10 ans. On est en 1986. Et puis dans le présent, ils ont 41 ans. Nous sommes en 2017. Est-ce que la partie la plus heureuse se situe à quel endroit? C'est une très bonne question. Et à plusieurs endroits, aussi bien le malheur que le bonheur. Et si tu devais définir ces trois personnages? C'est compliqué, j'ai pas trop envie d'en dire sur les trois personnages. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on a Nina et on a Adrien et Étienne. Ils sont tous les trois différents et pourtant, dès qu'ils se rencontrent dans l'enfance, ils se reconnaissent quelque part et ils ne se quittent plus. Pourtant, ils ont des personnalités très différentes. On dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Ils s'assemblent, mais ils ne se ressemblent pas forcément. Disons qu'ils ont les mêmes connexions sur le rire, la joie, sur les goûts, forcément, les goûts musicaux, sur ce qu'ils aiment regarder ensemble. Et pourtant, on les distingue bien, les trois, les uns des autres. Et c'est ce qui fait aussi peut-être leur force. Qu'est-ce qu'il y a d'autobiographique? Il y a beaucoup d'autobiographiques. De toute façon, il y a beaucoup d'autobiographiques en général dans mes romans. Je suis souvent partie de racines réelles que j'ai romancées. Je crois que celui-là est peut-être celui qui me ressemble le plus à travers ces trois personnages, même s'ils sont extrêmement différents, parce qu'ils ont leur propre identité. Et pourtant, il me semble qu'ils sont proches de moi, les trois. Est-ce que tu aurais envie d'écrire la suite? Non. Pas du tout. Sur 3, pas du tout. J'y ai vraiment pensé pour changer l'eau des fleurs parce que j'avais pas envie d'arrêter de travailler autour de Violette. J'avais envie de continuer à la faire vivre. On m'a posé la question pour les oubliés du dimanche. Je ne pense pas, mais pour 3, non. Non, non, pas du tout. Est-ce que tu as une préférence sur les trois? Non, je les adore tous les trois, à égalité. Je pourrais par facilité dire Nina, la fille, parce qu'elle est directrice d'un refuge pour les animaux, donc je pourrais dire comme ça, mon cœur il va vers Nina, mais je suis folle de mes trois personnages, pour des raisons différentes, parce qu'ils ont plein de défauts aussi, et plein de qualités, et surtout pour leurs défauts, je les aime surtout pour leurs défauts. Est-ce que ce numéro 3 doit beaucoup au numéro 2 et au numéro 1? Il doit tout au numéro 1, il doit tout au numéro 2. Tu sais, pour le premier, je l'ai fait par nécessité, parce que je voulais parler des personnes âgées, je voulais parler de Justine, je voulais parler des oiseaux, je voulais parler de toute la poésie qu'on peut mettre dans la vie. Le numéro 2, je l'ai fait beaucoup pour les lecteurs, parce qu'ils me l'ont demandé, et grâce à tes parents. C'est tes parents qui m'ont soufflé le numéro 2, et le numéro 3, j'ai envie de dire, je l'ai fait pour moi et je l'ai fait pour mes lecteurs. Voilà. Et bien sûr que le 3, il doit tout au 2, et que le 2, il doit tout au premier. Tu penses déjà au numéro 4? Ouais, je le porte déjà depuis un moment. Mais le numéro 3 a commencé quand? Il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans? J'ai mis 2 ans pour l'écrire, 2 bonnes années pour l'écrire. Mais comme je te disais tout à l'heure, je crois que je le porte depuis longtemps, celui-là, mais sans le savoir. C'est ça qui est bien. Quand on est dans la création, c'est qu'on porte des choses en soi. Et puis un jour, elles sont révélées, on les révèle et on ne le savait pas. J'aime bien ça. Comment sont arrivés les prénoms? Ah, c'est une bonne question, ça aussi. Nina, c'est parce que c'est le prénom de la maman de Romain Gary. Et voilà, ça c'est sûr, c'est Nina. Je me suis dit, ah, j'adore ce prénom, c'est vachement beau. Adrien, c'est surtout son nom. Adrien Bobin, c'est surtout un hommage à Christian Bobin, l'auteur. Et Étienne, j'adore ce prénom. Et il s'appelle Étienne Beaulieu, c'est aussi un hommage à un copain qui s'appelle Baptiste Beaulieu, qui est auteur et médecin, et qui est très important pour moi. Ce sont des hommages, en fait, que j'ai faits. Moi, j'ai eu le sentiment de lire un film. Est-ce que tu as pensé images? Oui, tout le temps. Je pense beaucoup plus images et succession de scènes que chapitres. Mais c'est parce que j'ai travaillé avec toi. C'est parce que j'ai commencé à l'écriture en même temps en étant photographe de plateau, donc sur l'image. La photographie, ça veut dire écrire avec l'image, écrire avec la lumière, très précisément. Et puis, j'ai appris à construire avec toi la colonne vertébrale d'une histoire. Et donc, du coup, moi, dans mon esprit, quand j'écris un livre, je filme des scènes.
C'est comme ça, je me suis construite comme ça. Et mes 3 livres sont 3 films. Voilà. Alors, si tu devais choisir un metteur en scène parmi tous les metteurs en scène existants, à part moi, qui tu choisirais pour mettre en image 3? David Fincher. Voilà, directement. Voilà, directement. Pour 3 particulièrement. Bien. Et le numéro 4, il va parler de quoi? Il va parler d'une femme. Il va parler d'une femme qui est cordonnier et qui est fan, absolument fan, d'un club de foot. Voilà, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Merci. Merci à toi. Eh bien écoutez, c'est un magnifique témoignage, une belle interview. Merci beaucoup Claude Lelouch. Merci Valérie Perrin d'être venue. En tout cas, Valérie Perrin, numéro 1 des ventes. C'est un vrai bonheur. C'est toutes nos années 80, jusqu'à 2017, comme elle vous l'a bien expliqué. En tout cas, merci beaucoup à tous. Je voudrais remercier Claude Lelouch, je voudrais remercier Philippe Augier, maire de Deauville, monsieur Thierry Carbonnière et leur témoignage. Merci à tous les intervenants, en tout cas. Merci d'être venu, Valérie, à 20h le bonheur. Je vous dis à très 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 bientôt. Et chers auditeurs, prenez soin de vous et à bientôt mardi prochain. Ciao, ciao, ciao. Merci. Armada.